Place à l'invité politique. Je reçois ce soir Raquel Garrido. Bonsoir, porte-parole de la France Insoumise. Après le nouveau drame ce week-end, la Grande-Bretagne s'interroge sur son modèle multiculturel. Ça fait partie du problème, selon vous, ces communautés qui sont trop en autarcie et qui ne partagent pas les valeurs d'une société? Le modèle français d'intégration est en fait à la fois très exceptionnel par rapport au monde entier, où d'habitude l'immigration se fait de façon communautaire, et à la fois très extraordinaire parce que il est universaliste et qu'il est très pacificateur. Donc on imaginerait, nous les Français, que ce serait le modèle pour l'idéal pour le monde entier. Bon, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Dans la plupart des pays du monde, l'immigration, elle reste en ghetto. Il y a des indicateurs pour ça, par exemple, les taux de mariage mixtes à la première génération. En France, les immigrés n'épousent pas dans leur communauté à la première génération, tandis que dans tout le reste du monde, oui. Bon. Alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle il y a des difficultés en Angleterre? Je ne sais pas. Certainement, Theresa May, en soulevant cette problématique à 2 jours d'un vote très important, puisque ce sont les élections générales, je pense qu'elle fait un peu de politique politicienne, quitte à stigmatiser spécifiquement les musulmans au Royaume-Uni, ce qui est quelque chose de classique en politique. On l'a vu en France, notamment avec l'extrême droite. Il y aura bien une nouvelle loi antiterroriste en France, c'est ce qu'a confirmé le ministre de l'Intérieur. Vous êtes avocate de profession, vous pensez qu'elle est utile, cette loi? J'en ai pas vu les nouveaux éléments. Tout ce que je sais, c'est qu'on empile les lois sécuritaires les unes après les autres, avec une idée, dans le fond, toujours la même, c'est que on prive la grande majorité des Français d'un certain nombre de libertés publiques ou de garanties procédurales en droit pénal, tandis que on ne résout pas fondamentalement les vrais enjeux qui sont ceux de la police et du renseignement, en termes de moyens, en termes d'effectifs, en termes de capacités technologiques, notamment dans la lutte de la contre la cybercriminalité. Bon, donc je me méfie. Pour vous, la prolongation encore de l'état d'urgence, c'était pas utile, c'était pas nécessaire, bon, d'abord, ce n'était pas liberticide. D'abord, ce n'était pas annoncé, et moi je regrette, comme façon de faire de la politique, que Emmanuel Macron, qui a été en campagne pendant plusieurs mois, il avait pu donner son opinion sur cette question de l'état d'urgence. Il n'a aucun moment dans sa campagne Vous auriez souhaité qu'il la prolongerait. Qu'il ne le prolonge pas, que l'état d'urgence s'arrête. Au moment où il devait s'arrêter, oui. Et s'il y avait un attentat le lendemain, qu'est-ce qu'on aurait dit à ce moment-là? Mais on le savait qu'il pouvait y avoir un attentat, puisque c'est même quelque chose qui a été dit pendant la campagne par les candidats qui, loyalement, ont dit aux Français, aucun de nous peut vous garantir 100% qu'il n'y aurait pas de nouvel attentat. Et donc, c'était quelque chose qui avait été dit, et j'ai trouvé que c'était bien de l'avoir dit de la part de tous les candidats. Ils n'ont même pas laissé vraiment Marine Le Pen jouer cette carte, qui elle voulait en gros dire si c'est moi, il n'y aura pas d'attentat, c'est odieux et c'est faux. Or, personne n'a dit qu'il fallait prolonger l'état d'urgence, et voilà qu'on prolonge l'état d'urgence finalement après que l'élection a déjà eu lieu. C'est pas une bonne façon de faire de la politique. En tout cas, sur le terrain de la réalité de la lutte contre le terrorisme, les spécialistes considèrent que l'état d'urgence n'est pas efficace, car le moment de sidération des criminels par cette nouveauté procédurale est finalement atténué par le fait que l'état d'urgence devient pérenne. Alors, certains considèrent que pour lutter contre le terrorisme, il faudrait peut-être aussi revoir les alliances, et les alliances avec des pays qui seraient des soutiens au terrorisme. L'Arabie Saoudite et ses alliés du Golfe Persique ont annoncé aujourd'hui qu'ils mettaient au banc tout simplement le voisin du Qatar en disant qu'il soutient le terrorisme. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison? Est-ce que vous pensez que la France doit réfléchir à ce sujet-là? Oui, c'est évident que le lien avec le Qatar est lourdement à remettre en cause. C'est évident qu'on a 2 poids 2 mesures dans le message de la France quand on soutient ce type de régime. Donc effectivement, ça interpelle la diplomatie française et la politique de relations internationales de la France. C'est-à-dire, par exemple, si on se situe dans la logique des législatives, les Français vont voter pour le premier tour ce dimanche. Si on vote pour un député insoumis, sur cette question-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une proposition de loi pour éventuellement faire une enquête, peut-être essayer de prendre ses distances par rapport au Qatar, arrêter les groupes d'amitié à l'Assemblée nationale? Traditionnellement, les relations internationales ne sont pas dictées par des lois, donc je vous mentirais si je vous disais qu'il y aurait des lois sur ce point, mais certainement en matière de relations internationales et de droit international, Jean-Luc Mélenchon a eu souvent l'occasion d'expliciter sa position, qui est celle d'une France indépendante et qui est utile à la paix mondiale, d'abord en Syrie, en Irak, en mettant autour de la table une liste de belligérants telle qu'elle a été exposée par les Nations Unies, et effectivement en rompant des liens d'amitié trop prononcés avec des États qui sont en fait dangereux, comme le Qatar. On en sait
peut-être plus aujourd'hui sur le projet de loi travail, de réforme du marché du travail d'Emmanuel Macron. C'était à lire dans le Parisien. Alors, l'Élysée dit ce soir que c'est pas un avant-projet de loi comme c'est écrit dans le journal, mais un document de travail. On y voit des priorités du président pour la réforme du marché du travail. Et parmi ces sujets prioritaires, il y a les fameuses 8 ordonnances qu'il voudrait faire passer, notamment concernant, par exemple, les règles du contrat de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le contrat de travail, c'est défini par la loi. Demain, peut-être, avec ces ordonnances, ce serait défini au niveau de l'entreprise par un accord. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est très très grave. Je pense qu'il y a une alerte générale à sonner aujourd'hui. Il faut que tous les Français se réalisent. Ce qui est très grave, c'est pas le taux de chômage aujourd'hui en France ? Bien sûr. Alors je termine ma phrase. Je pense que les Français doivent réaliser qu'ils ont au bout de leur bulletin de vote pour le 11 et 18 juin la clé pour répondre à cette situation et d'empêcher finalement cette horreur qui nous vient C'est-à-dire pour qu'il n'y ait plus autant de chômeurs en France. Alors, concernant la lutte contre le chômage, si la baisse des droits sociaux avait généré de l'emploi, on le saurait, on serait déjà aujourd'hui dans le plein emploi, vu que ça fait des décennies que cette méthode-là, qui est une vieille méthode, qui consiste finalement à baisser les conditions de travail, les amoindrir, en l'occurrence, aucun emploi. D'ailleurs, juste pour expliquer l'argumentaire est de dire c'est au niveau du terrain qu'on comprend le mieux ce qui se passe, donc au niveau de l'entreprise. C'est pas recevable comme argument ? Non, c'est pas recevable comme argument pour la raison que pour qu'il y ait une économie vivante, il vous faut des entreprises qui sont en capacité d'innover, d'avoir de la créativité, de produire des services et des biens nouveaux sur la base d'un certain génie humain. Et donc la compétition entre entreprises, elle doit être faite sur cette créativité, sur cette utilité et pas sur les conditions de travail. C'est pour ça que vous avez au sein des branches, c'est-à-dire des compétiteurs qui sont en fait au sein d'une même type d'économie, un espèce d'accord en disant écoutez, on va pas se faire la concurrence sur les salaires, on va essayer de faire la concurrence sur nos bonnes idées. Et là, en fait, ce que fait Macron, c'est qu'il oblige les concurrents au sein d'une même industrie à finalement baisser le niveau, notamment des salaires. Alors là, dans l'exemple que vous preniez sur le fait d'avoir des dérogations au contrat de travail, ce que ça veut dire en clair, c'est que les conditions de licenciement en fait, pourront être prévues de façon dérogatoire au niveau de l'entreprise. Donc, on pourra déroger et licencier beaucoup plus facilement qu'il est aujourd'hui. Alors, licencier plus, oui, mais sauf que... Vous faites pas confiance aux partenaires sociaux dans une entreprise ? C'est pas une question du tout de confiance, c'est une question non, c'est une question pragmatique. Quand vous avez 9 millions de pauvres et 6 millions de chômeurs, je mets au défi quelconque salarié de négocier sereinement en matière de travail face finalement au chantage des délocalisations, au chantage de la fermeture des entreprises. Donc c'est pour ça qu'il faut au sein des branches industrielles une certaine cohésion et un pacte de non-agression sur la question des salaires, sur la question des modalités de licenciement. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une prévalence de la loi. Ce que nous proposons à la France Insoumise, c'est la fameuse hiérarchie des normes, qui est une invention magnifique du droit français. Ce qui existe actuellement, mais qui a été remis en cause, qui n'existe plus. Avant d'être remise en cause, elle avait toujours pas résolu le problème du chômage. Sinon, je pense pas qu'il y aurait la loi El Khomri. Il s'agit pas de résoudre le problème du chômage. Pour résoudre le problème du chômage, il faut de l'activité. Non. Là, vous parlez du thermomètre, c'est-à-dire des règles. Ce ne sont pas les règles qui créent de l'emploi ou qui les détruisent. Je parlais du problème. Le problème, c'est le chômage. Voilà. Donc, pour répondre au chômage, il vous faut de l'activité, une raison d'être, c'est-à-dire la transition énergétique, par exemple, la relocalisation de l'agriculture, passer au 100% énergie renouvelable, sortir du nucléaire, loger mieux les gens, voilà, tout autant d'objectifs d'une nation qui vont créer de l'emploi. C'était ça, les 3 millions d'emplois qui sont programmés dans le programme de la France Insoumise, ils sont parce qu'il y a des programmes d'emplois nouveaux qui sont générés par simplement des idées. On va parler de Jean-Luc Mélenchon. Aurait-il un problème de choix des mots ? En tout cas, pour sa sortie hier sur CNews, il a fait le buzz sur les réseaux sociaux, comme on dit. Il parlait du Premier ministre, Bernard Cazeneuve, encore lui. Apparemment, il a, avec le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, un compte à régler. Il l'accusait d'avoir fait gazer de nombreux manifestants. Je propose de regarder un tweet, pas n'importe lequel, celui de Patrick Mennucci, parce que c'est son rival à Marseille. Mélenchon franchit une étape dans la violence. Gazer, ce n'est pas neutre dans l'histoire de l'Europe. Il y a eu beaucoup de reprises comme ça sur ce terme-là. Il le fait exprès d'utiliser des mots dont il sait très bien qu'ils vont faire réagir ?
Alors, en ce qui concerne ce tweet-là, je trouve absolument honteux de la part de Patrick Mennucci de faire cette accusation qui est ce qu'on appelle le point Godwin, classiquement, c'est-à-dire de traiter la personne en face, finalement, d'être une forme de fasciste. Voilà, de révisionnisme par rapport à la Shoah, par rapport à l'extermination des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Gazer des manifestants, c'est une expression absolument anodine et usuelle. D'ailleurs, je vous invite à faire Google gazer les manifestants. Vous verrez une quantité d'articles de vos confrères. Je regardais encore aujourd'hui tout à l'heure Midi Libre, où voilà, tout le monde utilise cette expression. Donc on lui fait un mauvais procès alors, CRS, Patrick Mennucci et tous ceux qui ont réagi sur les réseaux sociaux lui ont fait un mauvais procès. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réagi, c'est essentiellement Frédéric Aziza et Patrick Mennucci, et ils ne rendent pas service à la lutte contre l'antisémitisme et le révisionnisme en utilisant ainsi la Shoah, finalement juste pour critiquer Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon est devenu la cible numéro 1 aujourd'hui dans le cadre de ces élections législatives, car on ne souhaite pas qu'il réalise le bon score qu'il a fait à la présidentielle, car s'il le faisait, la France Insoumise serait majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est une stratégie pour Jean-Luc Mélenchon d'utiliser des mots qui peuvent faire réagir, toujours à propos de Bernard Cazeneuve, quand il l'avait traité d'assassin de Rémi Fraisse. Il n'a pas traité Bernard Cazeneuve d'assassin de Rémi Fraisse. Mais c'est ce qu'il avait dit. Non. Vous voulez qu'on le réécoute? Non, mais comme ça on sait de quoi on parle. Il a dit celui qui est le gars qui a organisé l'assassinat, c'est pas la même chose. Écoutons-le. Si vous voulez. Comment il s'appelle le dernier là, que son nom m'échappe, qui était Premier ministre là, comment vous l'appelez? Oui, Cazeneuve, le gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse. Le gars qui a fait gazer, matraquer toutes les manifestations et qui prend maintenant venir prendre sa tête de petit saint Nitouche pour me dire que c'est moi qui ne sais pas choisir entre le Front National et je ne sais pas qui. Non, c'est pas ce que nous avons dit. Alors, je vous repasse cet extrait, il a bien dit. Donc j'ai bien raison, il a dit celui qui a organisé. Ça s'appelle un assassin. Non, il a dit qui a organisé. Ah, d'accord. Alors en droit, quand on organise un assassinat, on est quoi? Vous êtes d'accord que vous parlez de ça depuis plus d'une semaine. Il se passe des choses dans ce pays quand même beaucoup plus importantes que le fait de vous savez très bien pourquoi j'en parle aujourd'hui. Parce que Jean-François Kahn, sur notre plateau, a réagi à ces propos-là en disant que ça lui faisait penser à Jacques Doriot, et comme ça vous a pas plu, vous vouliez venir faire un droit de réponse sur ce plateau. Alors allez-y, Madame Garrido. Alors c'est pas que ça ne nous a pas plu, Olivier Galzi, c'est que c'est illégal d'injurier ainsi Jean-Luc Mélenchon sans aucun espèce de fondement. Et effectivement, Jean-François Kahn, sur votre antenne, la semaine dernière, a considéré que Jean-Luc Mélenchon, c'était Jacques Doriot, de 1942. Je précise, Jacques Doriot, ancien communiste, qui ensuite est devenu fasciste et collaborateur. Et Jean-François Kahn a précisé le Jacques Doriot de 42, 43, 44, c'est-à-dire le collaborateur avec le régime nazi, l'homme de Pétain, celui, Jacques Doriot, qui est mort avec l'uniforme nazi en 1944. Voilà ce qui a été dit à propos de Jean-Luc Mélenchon sur votre antenne la semaine dernière. Alors, donc Jean-Luc Mélenchon ne va pas vous attaquer en justice pour cette injure, car il est pour la liberté d'expression et il veut pas qu'on judiciarise la vie des idées. Mais simplement, faut dire que Jean-Luc Mélenchon avait lui-même traité des journalistes de Canal+ de fascistes. Donc c'est vrai que pour le coup c'était assez clair là. Attendez. Là on parle de choses de très précises. Sur votre antenne, devant vous, un de vos invités a injurié Jean-Luc Mélenchon en l'assimilant à Jacques Doriot. Donc vous n'avez pas corrigé sur le champ. Violence en politique. Non, le mot violence n'a pas été utilisé. Il disait, cette violence-là, moi, elle me fait penser au discours de Jacques Doriot. Cette phrase que vous venez de dire est fausse, vous l'inventez. Jean-François Kahn n'a pas utilisé le mot violence, n'a pas dit ça me fait penser à. Le choix des mots. Qu'est-ce que vous en pensez quand tu l'utilises? Alors attendez, je suis là pour un droit de réponse sur l'injure qui a été proférée devant vous. Est-ce que vous permettez que je réponde? C'était pas fait. Allez-y. Je pensais que c'était fait. Non, ça n'est pas fait, puisque vous, à chaque fois, vous semblez défendre Jean-François Kahn. Allez-y. Non, j'expliquais pour nos téléspectateurs qui s'ils nous rejoignent, il faut qu'ils comprennent de quoi on parle. Jean-François Kahn voulait exprimer une réserve sur la violence et le choix. Si, parce que je lui ai parlé au téléphone aujourd'hui, justement. Voilà. Ah, donc il y a des intentions cachées, mais moi je me fie à ce qui a été dit. Et donc dans ce cas-là, j'invite Jean-François Kahn à davantage de prudence dans les mots qu'il utilise et à davantage de respect pour lui-même et à sa propre qualité d'intellectuel dans ce pays. Quand on fait des références de ce type, c'est dangereux. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, l'extrême droite
elle existe en France. Elle existe en France. Il y a un besoin de lutter contre l'extrême droite. D'ailleurs, la France Insoumise a lancé une campagne 0 député FN et nous avons des candidats France Insoumise aujourd'hui face à des Votre objectif, c'est pas d'avoir des élus de la France Insoumise, c'est d'avoir 0 député Front National? Les deux, Olivier Galzi, les deux. Et en matière de lutte contre le fascisme, nous avons pris notre part importante du travail, à la fois en faisant reculer le FN dans nombre de quartiers ou de villes pauvres où le FN était là avant, en faisant condamner en justice le FN pour pouvoir utiliser le mot fasciste à son égard, par exemple au plan international. Pour vous, ce sont des fascistes. Tous les candidats du Front National là qui se présentent sont des fascistes. Le Front National, moi je considère que parce qu'attention, parce que là pour le coup c'est eux qui vont peut-être vous attaquer en diffamation et je serai obligé de dire que vos propos ne concernent que vous. Alors Olivier Galzi, si vous suiviez l'actualité plus attentivement, vous sauriez que ce procès a déjà eu lieu puisque Marine Le Pen a attaqué en 2011 Jean-Luc Mélenchon pour l'utilisation du mot fasciste. Ce procès a duré 6 ans et là déjà depuis quelques mois, la Cour de cassation s'est prononcée de façon définitive. Vous avez le droit de qualifier le Front National de fasciste. C'est une opinion politique, une qualification politique. Je dis pas qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse. Je dis juste que nous avons le droit de le faire dans le cadre d'un débat d'idées dans ce pays. Et ça, vous le devez à qui? Vous le devez à Jean-Luc Mélenchon, qui lui est allé combattre Marine Le Pen sur le terrain judiciaire. Mais peut-être qu'on ne fait pas assez de publicité. Quand Jean-Luc Mélenchon, pardonnez-moi, fait le combat contre le fascisme, obtient ce type de victoire, peut-être qu'on n'en parle pas assez dans vos journaux, parce que sinon vous seriez au courant. Ça vient d'être fait. Vous voyez, ça veut dire qu'en cas de triangulaire avec le risque d'une élection d'un député Front National, le candidat de la France Insoumise, s'il n'est pas le mieux placé, se retire, même si c'est face à La République En Marche? C'est évident que les risques d'élection FN seront observés de façon très très sérieuse et on prendra les décisions nécessaires. On prendra les décisions. C'est ce que vous me dites ça me paraît très clair. Ça veut dire que vous le retirez si vous n'êtes pas en position, si vous n'êtes pas devant. Oui, mais il faut regarder quelle est la réelle considération. Mais qu'est-ce qu'il faut regarder? S'il y a un risque de triangulaire avec risque d'élection, avec tout ce que vous venez de dire, vous retirez, j'imagine. Olivier Galzi, notre objectif, c'est 0 député FN. Pourquoi la réponse, ça peut pas être oui? Il nous reste 10 secondes. Parce que vous générez un cadre qui n'est pas ipso facto celui qui est non. Le risque d'élection FN, d'abord, il passe par le fait de avoir des gens au deuxième tour plutôt que le Front National, parce qu'en fait vous aurez peu de triangulaires à cette élection. Et la réalité, c'est que la meilleure façon. Vous ne savez pas si vous les retirerez ou pas. Mais si. Notre objectif, c'est 0 député FN, justement, parce que c'est pas un parti comme les autres. Nous l'avons toujours dit et il est absolument insupportable de dire l'inverse. En tout cas, je remercie CNews de nous avoir donné la parole, car je pense que nous aimons la liberté d'expression, Madame Garrido. Et c'est pour ça que nous invitons Jean-François Kahn aussi. C'est une reconnaissance de l'injure qui a été faite à Jean-Luc Mélenchon, telle qu'on l'entend dans d'autres médias. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Ce soir, on se retrouve pour le grand décryptage. À tout de suite.